Fresh Morning. Fresh Morning. On revient dans le Da Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. On parle de quoi ce matin? On va revenir sur cette décision de justice qui a sonné comme un coup de tonnerre en France. Ouais, je voulais te poser la question, quoi. Avec la condamnation de Nicolas Sarkozy à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Il est invité sur TF1 aujourd'hui. Oui, il doit passer justement. Il a dit ça sur sa page Facebook. Oui, et même Au 20h. Hier, il a donné une longue interview dans le Figaro. Donc, pour ceux qui sont abonnés au journal Le Figaro, je pense que le numéro de ce jour va revenir sur cette interview-là. Donc, évidemment, il va très certainement parler des affaires judiciaires qui l'attendent, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'affaire là, c'est l'affaire dite des écoutes de Paul Bismuth. Alors, pour revenir aux faits, en 2014, des conversations entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, son avocat, sont écoutées par le parquet national financier. Alors, le parquet national financier avait diligenté ces écoutes-là dans le cadre d'une autre affaire, l'affaire dite Big Malion. C'est celle qui concerne le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Donc, évidemment, dans cette affaire, les magistrats du parquet national financier vont intercepter une conversation dans laquelle Nicolas Sarkozy et son avocat disent que en échange d'une faveur, en fait, ils parlent de Gilbert Azibert, qui était un haut magistrat à l'époque, qui était magistrat à la Cour de cassation à Paris, et ils disent que, enfin, l'un des deux dit que Gilbert Azibert pourrait leur fournir des renseignements concernant le dossier de l'affaire Big Malion en échange d'un soutien de la part de Nicolas Sarkozy pour que celui-ci soit muté à Monaco. D'accord? Donc, en échange des informations que Gilbert Azibert pourrait leur fournir concernant le dossier Big Malion, Nicolas Sarkozy lui a promis, ou lui aurait promis, de l'aider à être muté, notamment à un poste à Monaco. Alors, donc, c'est sur la base de ces écoutes-là que le parquet national financier donc, a ouvert une autre affaire, qui est, et d'autant plus que ces écoutes sont faites sur des numéros qui officiellement n'appartiennent pas à Nicolas Sarkozy. Puisque à cause de l'affaire Big Malion et d'autres affaires dans lesquelles Nicolas Sarkozy sont impliqués, Nicolas Sarkozy savait que son numéro principal qu'il utilisait à l'époque était mis sur écoute par les autorités judiciaires. Et donc, il va décider de se procurer un autre numéro de téléphone sous le patronyme de Paul Bismuth. Et c'est à travers ce numéro de téléphone-là qu'il va avoir cet échange-là avec Thierry Herzog, qui est toujours son ami et son avocat, notamment dans l'affaire Big Malion. Alors, donc, les 3 personnalités ont été jugées pour corruption. Et donc, à ce titre-là, le parquet a requis des condamnations quand même assez lourdes, puisque Nicolas Sarkozy, comme je l'ai dit, a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Thierry Herzog et Gilbert Azibert ont, eux, été condamnés à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Alors, donc les 3 personnalités qui ont été mises en cause ont immédiatement fait savoir leur intention d'interjeter appel, ce qui a donc évidemment suspendu cette décision-là. Alors donc, c'est la première fois déjà que un président de la République, un ancien président de la République, est condamné à de la prison ferme. Qu'il ait été condamné, ce n'est pas une première. Jacques Chirac avait été condamné dans le cadre des abus de biens sociaux à la mairie de Paris. Donc ça, ce n'est pas nouveau en soi. Mais ce qui a été nouveau, évidemment, c'est le fait qu'il ait été condamné à 1 an d'emprisonnement ferme. Mais attention, même si cette décision-là, en admettant qu'elle aille jusqu'à la Cour de cassation, cette décision était confirmée, Nicolas Sarkozy n'irait pas en prison, puisqu'il a un statut d'ancien président de la République. Par contre, on devrait lui aménager des conditions spéciales pour qu'il puisse quand même purger sa peine. Ça peut être une détention à domicile, ça peut être le port d'un bracelet électronique ou bien d'autres méthodes comme ça là pour lui permettre, évidemment... Ces actions-là ont été faites, Nicolas Sarkozy était président? Non, ces actions se sont passées en 2014. Nicolas Sarkozy avait quitté la présidence en 2013. Ah d'accord. En 2012, pardon.
Donc, en fait, non, l'action s'est déroulée en 2013, mais la poursuite, les poursuites ont été déclenchées en 2014. Et Nicolas Sarkozy avait quitté l'Élysée en 2012. Donc, c'est justement là où, évidemment, se basent ceux qui défendent Nicolas Sarkozy. Il part du principe que, il y a eu une conversation entre une personnalité, un avocat et son client, et que normalement ces écoutes-là doivent être frappées du sceau de la protection entre l'avocat et son client. Normalement, on ne doit pas écouter les conversations entre l'avocat et son client. Mais évidemment, ce que la justice a dit, puisque l'affaire, d'abord, ça avait déclenché une autre procédure, et donc c'était même allé jusqu'à la Cour de cassation, qui avait dit que Nicolas Sarkozy, dans ce cadre-là, avait utilisé une ligne de manière détournée, donc avec le patronyme de Paul Bismuth, et que dans les conversations qui étaient échangées entre l'avocat et son client, en l'occurrence, il s'apprêtait à commettre des faits en violation de la loi. D'accord ? Donc, deux personnalités qui plus est, connaissent évidemment les rouages et le fonctionnement de la loi, ont décidé de manière totalement volontaire de tenter de mettre en œuvre des pratiques qui violent la loi. Et donc, la Cour de cassation avait donc estimé que dans ce cas de mesure-là, ces écoutes-là donc, étaient recevables. Et donc, c'est sur la base de ces écoutes-là qu'il y a eu le déclenchement des affaires pour lesquelles Nicolas Sarkozy et Thierry Exor et Gilbert Azibé ont été poursuivis et ont été condamnés avant-hier. Donc mais pour les défenseurs de Nicolas Sarkozy, évidemment, cette décision de la Cour de cassation, sans remettre en cause les qualités des juges, mais ils estiment que la décision en elle-même, c'est une décision un peu politique et ça rentre dans une espèce de théorie du complot, cette espèce d'acharnement qu'ils considèrent dont Nicolas Sarkozy est la victime. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, pour les défenseurs de Nicolas Sarkozy aussi, ils estiment que le parquet financier n'est plus un instrument de justice proprement dit, dans la mesure où c'est justement ce sont les hommes politiques qui l'ont détourné de son rôle. Il ne faut pas l'oublier que le parquet financier, par exemple, avait été créé en 2011, à la suite d'un certain nombre de scandales financiers qui a commencé au début des années 90, à la fin des années 90, avec l'affaire Elf, et donc plein d'autres affaires financières ont commencé à éclabousser un peu, si tu veux, le paysage politique en France. Et donc, pour essayer de redorer le blason des hommes politiques, il avait été mis en place cette structure-là qui était chargée d'abord de s'attaquer justement à la criminalité des cols blancs. Et donc, petit à petit, c'est une structure, donc, dans le cadre de ces enquêtes financières, évidemment, les enquêtes qui font le plus parler et qui sont le plus médiatiques, ce sont des enquêtes financières qui concernent les hommes politiques. Il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qui est tombé à cause du parquet national financier. On a Jérôme Cahuzac, il ne faut pas l'oublier, l'ancien ministre de François Hollande, qui lui était ministre délégué en charge du budget et dont on avait constaté que durant des années, il ne payait même pas ses impôts. Donc c'est le parquet financier qui l'avait démontré, mais sur la base, évidemment, d'allégations qui avaient d'abord été dénoncées au départ par un journal satirique français. Il y a aussi François Fillon, il ne faut pas l'oublier, en 2016, en pleine primaire de la droite pour l'élection de 2017, c'est toujours un journal satirique qui avait révélé que François Fillon a rémunéré de manière fictive son épouse à une fonction à laquelle elle n'avait fictive qu'elle n'avait jamais occupée. Ginette s'appelait comment? La femme de Nicolas Sarkozy. Tu aimais la scène là, la femme de François Fillon. La femme de François Fillon. Tu as oublié, hein? Donc, c'est le parquet national financier aussi qui avait évidemment mené les investigations et qui avait apporté la preuve évidemment que François Fillon avait violé la loi dans ce cadre-là. Mais moi, je me pose la question, Jean-Paul, quel est l'intérêt pour la France d'humilier un ancien président comme ça? Non, d'abord, pour la justice, il s'agit d'abord de montrer que même si vous êtes un ancien président, vous êtes injusticiable comme les autres, en dépit évidemment de votre situation personnelle. C'est surtout ça que la justice veut montrer. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'en France, la justice est extrêmement sévère lorsqu'il s'agit des individus lambda. Si vous commettez un vol,
même un larcin, vous pouvez vous retrouver avec des peines d'emprisonnement fermes. Hein, alors qu'on a des gens qui détournent allègrement des centaines, voire des millions d'euros et qui sont évidemment en liberté. Il est difficile de mettre en prison des criminels en col blanc. On a vu par exemple M. Balkany, qui était un ancien maire, ancien ministre, ancien conseiller régional, ancien conseiller municipal. Il a fallu des années pour apporter la preuve, alors que l'on savait que M. Balkany et son épouse notamment détournaient allègrement les deniers publics dont ils avaient à disposition à des fins purement personnelles. Et donc maintenant, M. Balkany, lui, est en prison, son épouse, elle, est en liberté parce que la justice a estimé que pour des raisons X ou Y, je ne vais pas rentrer dans le dossier, en tout cas, elle n'est pas en prison. Mais M. Balkany, lui, est en prison. C'était la première fois qu'on voyait qu'un homme politique, au sens propre du terme, parce qu'il faut savoir qu'en France, être homme politique, c'est un métier à part entière. Il y a des gens qui vont à l'école pour devenir des hommes politiques, c'est-à-dire pour briguer des fonctions de représentation ou bien pour aspirer à des fonctions au gouvernement ou dans les autres institutions. C'est un métier à part entière. Donc c'était la première fois que l'on voyait un homme politique être jeté en prison pour des faits qu'il a commis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Donc c'est pour redorer l'image de la justice et pour montrer que nul n'est au-dessus de la justice. Maintenant, évidemment, les circonstances semble-t-elle, s'acharne contre Nicolas Sarkozy. C'est un fait, puisqu'il est cité, par exemple, dans pas moins d'une douzaine d'affaires. Le 17 mars prochain, il va repartir au tribunal, mais cette fois-ci, pas au tribunal judiciaire de Paris, mais au tribunal de Paris, dans le cadre de l'affaire Big Malion, comme j'en ai parlé ici, l'affaire qui a déclenché l'affaire des écoutes de Paul Bismuth. Alors, dans l'affaire Big Malion, il est poursuivi pour financement illégal de campagne. On soupçonne notamment qu'une partie des financements de la campagne de Nicolas Sarkozy proviendrait de fonds libyens à l'époque où Muammar al-Kadhafi était président de la Libye. Évidemment, donc, ça aussi, c'est une autre affaire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que cette condamnation-là tombe très mal pour Nicolas Sarkozy, puisque le 17 mars prochain, il va devoir repartir devant les tribunaux, mais là, il viendra un peu plus affaibli, puisqu'il viendra avec une condamnation sur les épaules. De même que son avocat, Thierry Herzog, qui le défend dans la plupart de toutes ces affaires, y compris celle du financement illégal de campagne, lui aussi va apparaître affaibli, parce qu'évidemment, il traîne lui aussi une condamnation sur le dos. Mais évidemment, Nicolas Sarkozy reste vindicatif, c'est quelqu'un qui connaît très bien les rouages politico-judiciaires françaises, et donc, selon évidemment ses proches, il reste extrêmement combatif, d'autant plus qu'il a encore le soutien d'une grande partie de la classe politique de la droite, parce qu'il ne faut pas l'oublier, certains le surnomment le parrain en quelque sorte, puisqu'il reste la figure tutélaire de la droite. Il faut savoir que depuis son départ, la droite française n'a plus jamais remporté d'élection d'envergure. Pas d'élection législative, pas de présidentielle. Donc, évidemment, Nicolas Sarkozy reste la dernière personnalité de droite qui leur avait permis d'arriver à ces succès-là, d'obtenir ces succès-là. Et donc, il a encore une influence très forte. Il a un rôle très important pour la droite, y compris pour les années à venir, notamment la présidentielle de 2022, même si depuis son échec en 2016, il avait dit qu'il s'était retiré de la politique et qu'il ne briguerait plus aucun mandat. Mais n'empêche que derrière, il consulte énormément. Il y a des jeunes, les jeunes, quand ils veulent entrer en politique, les jeunes de droite, ils vont lui rendre visite. Beaucoup de ministres, des membres du gouvernement, des membres d'institutions continuent à aller vers lui. Et même Emmanuel Macron l'appelle régulièrement pour avoir certains de ses avis. Donc, c'est pour dire que c'est un véritable séisme du côté de la droite, mais du point de vue de la gauche, globalement, ils saluent cette décision de justice parce qu'ils estiment que Nicolas Sarkozy est injusticiable comme les autres et que cette décision de justice-là vient montrer à la face du monde et à la face du peuple français que nul n'est au-dessus de la loi et que tous les Français, y compris des anciens chefs d'État, lorsqu'ils commettent des crimes, ils doivent venir ils doivent venir être jugés au regard de la loi et au regard des faits qu'ils ont commis. Voilà. Merci Jean-Paul qui revenait donc ce matin sur l'actualité internationale, sur le DAF Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On se retrouve dans quelques minutes. On fait un tour en musique.
Da Fresh Morning.